Bonjour. Après le premier cours introductif avec ces 3 séances sur la pertinence de la recours à la théorie, à une théorie architecturale ou une théorie dans l'absolu vu la relativité des choses, nous allons rentrer dans le vif du sujet de parler donc des objectifs du cours de THP, donc du projet, de la théorie du projet architectural pour le niveau licence 1 en architecture, et donc avec la première leçon qui concerne la discipline architecturale. Mais avant d'entamer directement, nous allons juste faire un petit détour pour expliquer et marquer la différence entre théorie et doctrine et de présenter le programme que nous allons étudier ensemble et voir ensemble. Théorie et doctrine. D'un côté, nous avons la doctrine qui est à l'origine un mot grec qui veut dire théoria, qui veut dire observation, contemplation et spéculation. Donc c'est un ensemble organisé de principes, de règles, de lois scientifiques visant à décrire et expliquer un ensemble de faits. En contrepartie, une doctrine, c'est un ensemble de dogmes religieux ou philosophiques. Pour aboutir à ces objectifs, la théorie repose sur des principes, ce qui est donc à l'origine de quelque chose, qui est la cause première, proposition fondamentale, hypothèse, et non pas vérité absolue, qui sert de base à un raisonnement, qui définit un mode d'action. Ce sont donc des règles définissant une manière type d'agir et correspondant le plus souvent à une prise de position morale. En contrepartie, la doctrine repose sur le dogme. C'est une opinion donnée comme certaine, intangible et imposée comme vérité indiscutable. Ainsi, nous remarquons la différence entre ce qui correspond à ce qui constitue la théorie et la doctrine. Tel est, comme nous l'explique de manière assez claire Jean-Michel Bersnier dans son livre Les théories de la connaissance. Il nous dit, tel est le critère de démarcation entre science et non-science. Les premières endurent l'épreuve de la réfutation, les secondes s'y soustraient. Les premières tentent le diable qui dit non, donc font des expérimentations, des essais, et ils savent qu'il y a de fortes chances que cela va conduire à des impasses, mais le font quand même afin de pouvoir prouver, avancer dans leurs connaissances. Par contre, les secondes, donc les doctrines, n'ont d'autre campagne qu'une prétendue vérité qui dit toujours oui. Les premières n'expliquent pas tout et le savent, donc la théorie sait très très bien qu'elle ne fait qu'émettre des hypothèses qu'elle pourra vérifier ou non, et donc elle n'explique pas tout. Par contre, les secondes, en expliquant tout, ils n'expliquent rien. Voici donc la vraie différence entre théorie et doctrine. Et donc, vu que nous vivons dans un monde relatif et que l'architecture est constituée d'un ensemble de domaines qui ne sont pas des sciences exactes, et même le mot science exacte, comme nous l'avons vu dans les sciences introductives, n'existe pas, mais ce sont des disciplines dites sciences exactes. Donc, la théorie devient de plus en plus importante afin de pouvoir permettre à chacun, en fonction de l'angle de vue, de l'hypothèse de départ, du paradigme de départ ou du postulat de départ, pouvoir expliciter les choses et avancer dans le monde. Le programme que nous allons voir ensemble. Premièrement, quel est l'objectif du module de théorie en architecture? La première des choses, c'est d'acquérir des techniques de communication, être capable de dialoguer, de discuter avec autrui, donc en utilisant une langue bien spécifique. Tout comme il y a les langues, le français, l'arabe, l'anglais, le kabyle, etc. Ce sont donc des langues qui permettent donc de pouvoir communiquer entre les personnes. Il existe aussi une langue bien spécifique à l'architecture, dont il faudra en maîtriser les modes de communication afin de pouvoir s'entendre entre nous et qu'un Algérien ici, même s'il envoie des plans au Japon et inversement, eh bien, ces derniers peuvent communiquer et comprendre sans pour autant maîtriser la langue maternelle l'un de l'autre. C'est développer aussi les références et donc la culture architecturale de l'architecte. Comme nous allons le voir, un architecte qui n'a pas de culture, qui n'a pas de référence, eh ben, c'est un architecte qui est voué à l'échec. Car le monde a évolué de cette manière-là, aussi bien dans les sens que dans l'architecture. C'est en se basant sur la culture, la connaissance, la curiosité que nous pouvons aller de l'avant. Et donc une culture générale qui ne se limite pas seulement du domaine de l'architecture, des bâtiments architecturaux, tels que nous le voyons ici, l'Aérohabitat, l'immeuble célèbre algérois, ou Territ, au niveau de la wilaya de Bchar en Algérie, le Saf de Territ, qui est un site magnifique aussi. Mais il y a aussi, l'architecte doit développer des références dans d'autres domaines, tels que le domaine des arts, avec connaissances telles que les tableaux de Mondrian, ou l'art contemporain avec le Lance Art, ou aussi la référence cinématographique. Nous voyons donc cette scène dans ce film. C'est une vraie composition architecturale qui montre comment on peut organiser l'espace entre d'un côté une scène où il y a une opposition entre les deux personnes qui sont en train de dialoguer, les personnes qui s'arrêtent et l'espace de transition entre les deux. Donc une organisation de l'ensemble pour attirer le regard à observer l'élément le plus important, à savoir celui-ci. Donc l'architecte
est appelé aussi à développer ces compétences qui sont inhérentes aux autres domaines de l'art, tels que l'art, la peinture, la sculpture, le cinéma, la musique, etc. et tout, afin de pouvoir en maîtriser les contenants et être capable de pratiquer son métier de la manière la plus extraordinaire. Le module de théorie en architecture aussi conduit à développer les principes, donc formaliser la personnalité et la prise de position de l'architecte, tel que nous pouvons l'observer à travers ces différents éléments. Donc nous voyons là par exemple deux églises réalisées par Tadao Ando, où il y a un mélange, bien qu'il il conçoit des églises pour des chrétiens, et bien sa tradition et sa culture japonaise et le shintoïsme est toujours présent. Donc une culture qui lui impose la mise en connexion et la symbiose avec la nature. Donc il produit quand même des églises qui respectent le rite religieux chrétien, mais quand même dans la composition du volume très 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 différent de celle que l'on pourrait voir dans les églises européennes. Donc il y a une communion fort importante avec la nature à travers la lumière ou le paysage environnant ou autre. Et pour pouvoir communiquer aussi et faire son travail, l'architecte a besoin d'un certain nombre d'outils. Et trois pour être plus exact. Le premier des outils étant la forme, donc la production de la composition architecturale à travers donc des formes qui puissent permettre de pouvoir prendre en charge des fonctions, des usages et donc permettre à ce que les êtres puissent évoluer dans la ville et dans l'espace. Voilà donc ici la manière avec laquelle le croquis réalisé par Jean-Jacques Deluz qui montre un peu l'organisation spatiale et la composition volumétrique en fait pour l'école d'architecture d'Alger, donc l'école polytechnique d'architecture et d'urbanisme d'Alger. Deuxième outil qu'utilise aussi l'architecte, c'est tout ce qui est architectonique, donc système constructif et ambiance, donc le recours à des matériaux, des couleurs et des lumières qui lui permettent donc de pouvoir composer l'espace, permettre aussi bien que le bâtiment soit stable, mais qu'il organise d'un point de vue séparation, structuration des circulations, animation des espaces extérieurs, etc. Enfin, il maîtrise l'autre outil que se doit de maîtriser l'architecte pour pouvoir réaliser ses projets, eh bien, ce sont les usages. Donc, un ensemble de fonctions et d'activités qui sont organisées à partir d'une certaine distribution des fonctions, comme on peut le voir ici, l'organisation des distributions des différentes fonctions au niveau des différents étages et espaces du projet, mais aussi la circulation et la distribution qui permettent donc la mise en connexion de ces différents composants du programme architectural. Entamons enfin notre premier cours officiel, à savoir l'architecture. Une des plus belles définitions que nous pouvons en avoir, et Dieu sait qu'il y en a extrêmement beaucoup de définitions, il y a certains architectes qui en ont même excellé en donnant 10, 20 définitions d'architecture, mais j'aime bien commencer toujours le cours avec cette belle phrase de Louis Kahn, architecte américain qui a vécu, si je ne me trompe pas, entre 1902 et 1970 ou 72, donc il est mort dans les années 70, qui avait cette définition très simple de l'architecture, mais qui en dit beaucoup. L'architecture, selon Louis Kahn, consiste en la construction raisonnée de l'espace. Cette phrase nous permet d'identifier déjà la matière première de l'architecte, qui est donc l'espace, la manipulation de l'espace et donc par extension du volume, donc la création de volume, mais elle ne se fait pas n'importe comment. Elle consiste en une construction raisonnée, c'est-à-dire de construire cet espace et ce volume de manière réfléchie afin qu'il puisse répondre à un certain nombre d'objectifs et qu'il puisse aussi être réalisable. Donc, il réfléchit aux objectifs et il réfléchit à la manière de le faire. Quoi? L'espace, qui est donc le volume, les différents volumes de vide et de plein dans lesquels nous évoluons. Ainsi, pour pouvoir répondre à cet objectif-là, l'architecte fait appel à un différent nombre de domaines, puisque l'architecture est un domaine multidisciplinaire. Donc, certes, l'architecture a comme matière première l'espace, mais afin de pouvoir réaliser ça, l'architecte fait appel à un certain nombre de connaissances appartenant à différents domaines, à différentes familles, auxquelles donc l'architecte se doit d'en faire la synthèse, en tirer l'essentiel en fonction de différents types de projets. Ainsi, nous allons voir à travers ce cours les différents domaines qui ont été mis en place par le travail d'Abdelkader Ben Sassi, professeur à l'école d'architecture de Grenoble, à l'ENSA de Grenoble, École nationale supérieure d'architecture de Grenoble. Le modèle que nous présentons ici, sur lequel nous appuyons pour présenter le cours, est un modèle réalisé, donc, comme je viens de le dire, par M. Abdelkader Ben Sassi lors de sa thèse de doctorat, soutenue, si je ne me trompe pas, durant l'année 2000, sur
la discipline architecturale, et à ce niveau-là, il avait identifié un certain nombre de domaines auxquels fait appel l'architecte, donc de grandes familles, de sous-familles, que nous allons essayer de décortiquer à ce niveau-là, un à un. Je tiens à préciser que dans l'ensemble, ces différents domaines sont à titre indicatif et non pas exhaustifs, donc sûrement depuis le temps, depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, il a dû y avoir encore d'autres domaines qu'on pourrait identifier et encore rajouter à cette liste-là. Mais il s'agit principalement aussi d'initier et de prendre conscience de la pluralité des domaines auxquels fait appel l'architecte, et donc que son travail est un travail de synthèse entre et de croisement de ces différentes familles. Première famille, la famille de l'environnement idéal. Elle se divise en deux familles. La première, c'est celle de l'image. Donc, la transposition d'une image mentale qui s'inscrit à l'intérieur de l'esprit et qui donc est transposée à un moment donné par la production d'un projet architectural. Comme on peut le voir ici au niveau du projet du musée du Louvre à Paris, dont l'architecte Yu Mingpei a réalisé donc l'espace central lorsque le projet était constitué en la réhabilitation et la restructuration du palais du Louvre pour le transformer en un musée, alors qu'avant c'était une partie musée, une partie ministère de l'économie et des finances, si je ne me trompe pas. Donc un grand projet a été lancé avec comme architecte Yu Mingpei pour la réhabilitation de ce projet, et il décide donc de réaliser une pyramide avec des petites pyramides à côté qui vont constituer l'entrée principale du musée. Bien qu'à ma connaissance, l'architecte a toujours nié qu'il ait recours à l'image des pyramides, n'empêche que nous pouvons voir ici, en vérifiant les proportions de la grande pyramide égyptienne et en rapport avec celle réalisée par Myopé à Paris, eh bien, les proportions entre les grandes pyramides et les petites pyramides, eh bien, nous voyons que les proportions sont un peu respectées et sont tout aussi élégantes. Car ce qu'il faut savoir sur l'histoire de l'architecture pharaonienne, donc égyptienne, eh bien, il faut savoir que les Égyptiens, les pharaons, n'ont pas réalisé dès le départ cette forme équilibrée et bien proportionnée de la pyramide, et qu'ils ont mis beaucoup plus de temps. Ils ont commencé par des pyramides qui étaient beaucoup plus flasques, donc qui étaient beaucoup plus basses, avec un rapport largeur beaucoup plus important que celui de la hauteur, et puis ils ont fait des pyramides à degrés, jusqu'à arriver à cette fameuse pyramide hyper bien proportionnée et bien réalisée. Donc voilà comment, donc, par l'économie de la pensée, donc cette image-là s'incruste dans l'esprit de l'architecte, et donc il va pouvoir la reproduire pour pouvoir en produire, donc réutiliser ses formes et composer avec. Il y a aussi la famille, donc le domaine de la doctrine. Donc différents architectes, comme je viens de le dire, ont des définitions bien spécifiques de l'architecture. Ainsi, par exemple, le mouvement high-tech dira que l'architecture se doit être l'expression de la prouesse technologique du temps dans lequel nous vivons. À ce titre-là, l'un des chefs de file de cette architecture est M. Norman Foster, qui nous le voyons ici au niveau du projet qu'il a réalisé pour le Reichstag de Berlin, donc le Parlement allemand à Berlin. Eh ben, il surplombe le bâtiment ancien par une fameuse coupole en verre qui, elle, tient la rampe. Donc, vous voyez à ce niveau-là, dans le croquis ou au niveau de la maquette, donc cette fameuse rampe qui est en train de monter pour pouvoir permettre l'accès au niveau supérieur des différents visiteurs et donc avoir un panorama assez extraordinaire sur Berlin. Et ben, cette prouesse technologique fait que la coupole est entièrement en verre, et cette fameuse rampe, on a l'impression que cette fameuse rampe en béton est en train d'être supportée par le verre. Donc une vraie prouesse technologique. Autre grande famille, celle des environnements physiques et techniques, qui est divisée en plusieurs sous-familles, donc dans plusieurs domaines. Le premier étant celui des ambiances. Nous pouvons voir à travers cette image prise par moi-même lors de ma visite du projet du groupe d'architectes Architecture Studio, à savoir l'église Notre-Dame de l'Arche de l'Alliance à Paris, eh ben, la façon avec laquelle les architectes jouent avec les ambiances lumineuses, afin que quand déjà on rentre dans l'espace, donc avec cette lumière tamisée, eh bien, nous sentons que nous sommes dans un espace sacralisé. Et en jouant sur le jeu des contrastes, des lumières, et donc de la lumière qui vient en opposition de la position de la personne qui est à l'intérieur, ben cet élément, on croit à ce niveau-là, qui est finalement les éléments de structure porteurs du bâtiment, eh ben, il y a d'une manière subliminale se suggère à nous l'image de la croix, et donc un rappel d'une manière subtile de l'espace auquel nous appartenons, à savoir un espace appartenant à la religion chrétienne, et donc qui en rajoute encore plus à la symbolique et à la sacralité du Dieu. Regardons aussi cette vue de la station de métro de la ligne
de la gare de Lyon, dans la ligne de métro numéro 14 à Paris. Je dis souvent, enfin je dis pas souvent, c'est une réalité, que cette photo, je l'ai prise à Paris vers 10h, 11h du soir. Et pourtant, nous voyons des lumières plus importantes, supposant donc que nous ne sommes pas dans une heure aussi tardive de la journée. Et ceci est dû au désir des architectes, donc des designers et concepteurs de cet espace-là, d'essayer de contrecarrer à l'effet négatif ressenti lorsqu'on emprunte les lignes de métro. C'est celui de se sentir enterré sous terre. Euh, ainsi que, ainsi les architectes ont essayé d'identifier quelles seraient les ambiances à mettre en place afin de permettre à ce que les personnes qui descendent sous terre pour prendre leur métro ne se sentent pas étouffées et enterrées. Et il s'est avéré donc que deux éléments et deux facteurs principaux participent à cela, c'est celui de la végétation et de l'éclairage naturel. Bien que donc l'éclairage est ici artificiel, mais il essaie de reproduire la qualité de la lumière naturelle avec une végétation qui est en caoutchouc, donc qui n'est pas vraie parce que pour ceux qui connaissent, dans les lignes de métro en souterrain, surtout, il y a un nombre incroyable d'animaux tels que les rats. Et donc, produire encore des végétations naturelles, ça conduira encore plus à la prolifération. Et donc, quand même, il y a une végétation qui est traitée en plastique afin de donner un état psychologique, de travailler sur la psychologie de l'être pour ne pas se sentir enterré en fil, bien au contraire, avoir l'impression d'être toujours au milieu naturel. La question des matériaux. J'aime bien prendre ce projet-là de création de Port-Saint-Parc sur la Cité de la Musique, réalisé par cet architecte à Paris. Et on voit bien donc la prolifération et la multiplication des types de matériaux utilisés en termes de texture, de couleurs. Vous voyez donc là différents types de textures, différents types de couleurs qui sont bien harmonisés entre eux. Et donc on voit bien que l'importance que l'architecte puisse maîtriser aussi bien la composition esthétique des matériaux, mais aussi de prendre en considération leurs impératifs techniques, comme nous allons le voir un peu plus tard. Et donc, l'avantage d'un architecte comme Christian de Port-Saint-Parc, donc sa grande capacité de pouvoir jouer sur la dimension esthétique et la combinatoire entre ces différents matériaux, ça donne quand même une harmonie globale intéressante. C'est parce que c'est pas un hasard, c'est que ce dernier a commencé ses études d'abord avant d'être architecte par des études de beaux-arts, et ce n'est que en découvrant les croquis du Corbusier qu'il finit par tomber un grand autre architecte du XXe siècle, du mouvement moderne, qu'il tombe amoureux de la discipline et qu'il décide que finalement il s'oriente de la discipline beaux-arts vers la discipline architecturale. Autre domaine, c'est celui de la technologie. Ce pont, qui est enfin en réalité un viaduc réalisé par l'architecte Norman Foster, est le pont de Millau, donc une autoroute qui passe au-dessus de cette vallée de Millau. Eh ben, il posait une grande problématique. On se devait donc de réaliser ce, ce- ce viaduc afin de pouvoir connecter la continuité de l'autoroute qui travaille à l'échelle européenne et qui permet donc le transport à l'échelle européenne et donc éviter de encore plus détériorer et de créer des problèmes de circulation et donc de retard si on devait passer par la vallée, comme ça se faisait dans le temps. Eh bien, il posait un grand problème, car les tenants de ce projet ont exigé à ce que la nouvelle construction, bien qu'elle soit nécessaire, ne vienne pas déranger le paysage de la vallée et qu'il soit donc le plus fin possible. Euh, le concours a été ouvert, c'est l'architecte Norman Foster qui l'a remporté, car il a réussi par l'introduction de ces éléments-là, de ces pylônes, avec des haubans ici pour pouvoir porter la totalité du tablier, l'élément donc que l'on voit ici à ce niveau-là, qu'on appelle donc le tablier, le pylône qui est cet élément-là. Donc, il a réussi par sa connaissance et la maîtrise technologique et donc de la statique et derrière de la statique, euh, de pouvoir composer un pont qui minimise au maximum le nombre de points porteurs. Donc il est réduit à un strict minimum, car comme on peut le voir, grâce à ces éléments au banc, donc il arrive à non pas avoir seulement un point d'appui ici, un point d'appui ici, mais un ensemble de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je dirais à peu près une douzaine, multiplié par 2, donc à peu près 24. Donc au lieu, donc ce fameux tablier n'est pas tenu par deux points porteurs ici, mais par 2 grands plus 24 à peu près, qui tous vont faire donc un cheminement de remontée de charge puis de la redescente de la force, comme l'exemple qu'on pourrait prendre en portant un couffin, où donc on voit bien que le poids du couffin remonte à l'épaule et puis à partir de l'épaule il redescend, il est retransmis au sol.
donc une importance que l'architecte pour pouvoir réaliser ce genre de prouesse et donc participer à répondre aux impératifs paysagers exigés par le client, d'avoir un minimum de maîtrise de la technologie et des règles de la statique. Le climat. Cet exemple de cette ville de Tozeur, donc la vallée du Jélid en Tunisie, qui est pas loin des frontières algériennes, donc pas loin de la ville d'Eloued, ben, nous voyons un dispositif architectural radicalement différent pour un contexte climatique identique entre la vallée de l'Oued, qui est célèbre pour ses 1000 coupoles, et le Château Jélid, avec ses deux grandes villes, Tozeur et Nafta, qui sont connues pour leurs tapis de briques. Bien que donc le climat est un climat où il fait une chaleur terrible, ceci n'a pas empêché les gens de pouvoir créer quand même des espaces publics avec des lieux de regroupement où ils peuvent se retrouver. Certes, on ne peut pas se retrouver comme les grandes places et les grandes esplanades qu'on pourrait trouver dans les villes du Nord, car le climat s'y prête. Dans le Sud, ils ont quand même, donc vous voyez, dans ces passages couverts, introduit ces petits sièges qui permettent donc aux gens de pouvoir se rencontrer, s'asseoir, discuter, échanger, tout en étant protégeant des conditions très dures du climat. Nous voyons aussi donc l'introduction de ce qu'on appelle donc les façades en tapis de briques. Donc c'est la composition avec cette brique est non seulement esthétique, mais qui est un dispositif aussi climatique, puisque la façon de le composer, donc il crée du relief au niveau de la façade, induit à ce que cette dernière, donc l'ensoleillement ne tape pas directement donc à l'intérieur, mais crée cet effet d'ombre, donc l'effet de relief de la brique multiplie donc les possibilités de la création de l'ombre dans ces façades, et donc réduit l'exposition directe. Et donc réduire la surface d'exposition. Et si ça réduit la surface d'exposition en créant de l'ombre, eh ben, ça permet de minimiser l'impact de la chaleur à l'intérieur des pièces. Donc voilà comment l'être humain s'adapte en fonction des lieux pour pouvoir répondre quand même à son besoin de se regrouper, se retrouver, tout en essayant d'améliorer au maximum les conditions de vie climatique à l'intérieur de ces habitations. Le site. L'un des plus grands architectes dans les prouesses sont connus pour pouvoir respecter et s'intégrer au niveau d'un site naturel, et bien sûr Frank Lloyd Wright. Ce dernier, dans cette fameuse maison, l'une des plus célèbres de l'histoire de l'architecture, dans l'absolu, qui est donc la maison Fillingwater, appelée aussi donc, la maison sur la cascade, eh bien, il réussit la prouesse de minimiser son intervention, bien qu'il introduise la réalisation d'une maison, eh bien, il minimise son intervention au maximum, au point où donc, les différents composants du site, ils sont maintenus. Par exemple, nous voyons ici la présence d'où le nom de la raison de la maison, qui est la maison sur la cascade, où la cascade continue de passer à côté de la maison et continue donc son cheminement, et ce qui permet aux habitants, comme on peut le voir au niveau de ces images, donc permet aux habitants de pouvoir profiter, regarder comment il introduit cette petit escalier qui finit par ce petit palier, et donc les gens peuvent s'asseoir et tremper leurs pieds directement dans la cascade. Donc il ne dérange pas la cascade existante, mais bien au contraire, carrément, il profite de cette dernière pour donner un cadre agréable aux habitants de la maison. Autre exemple, la présence du rocher dans le site, eh ben, au lieu de venir le détruire, le dynamiter, au contraire, l'architecte vient installer autour de lui une belle ambiance autour de la cheminée, afin donc de créer encore une ambiance plus chaleureuse en harmonie avec l'environnement naturel dans lequel on se trouve. Mieux encore, regardant ces arbres existants, donc bien que l'architecte avait décidé de réaliser des pergolas, donc ces petites poutres à ce niveau-là, eh bien il respecte son environnement en veillant à ce que ces pergolas, quand ils arrivent, pour ne pas déranger et détruire ces arbres, eh bien, ils font un petit détour, donc on voit bien la droiture là, et bien hop, tac, petite courbure qui permet donc de respecter et de préserver le maximum les éléments de la nature. En contre-exemple total et parfait par rapport à cette maison-là, c'est la photocopie légalisée réalisée par l'architecte Mohamed Sahraoui en Algérie, qui se présente plus comme promoteur immobilier et qui, par je ne sais quelle raison, a voulu réaliser la même maison et reproduire la maison sur la cascade en Algérie, dans une partie qui s'appelle Marta Khera, et donc de réaliser cette maison sur la cascade. Or, autant cette architecture de Frank Lloyd Wright, c'est une architecture où l'architecture s'adapte au site, et bien nous avons carrément l'inverse. Mohamed Sahraoui nous a fait totalement l'inverse, il a adapté le site à la maison. Première des choses, comme on peut le constater au niveau de cette maison, l'entrée ne se fait pas du côté bas, mais elle se fait du côté haut, ce qui fait que la personne qui arrive pour accéder à la maison, eh bien, tout ce qu'elle voit de cette bâtisse, elle voit que le niveau supérieur. Donc, impliquant donc, à aucun moment nous voyons une bâtisse
qui ressort, qui s'impose au niveau de l'environnement. Bien au contraire, c'est un petit rez-de-chaussée qu'on voit à ce moment-là, juste à ce niveau. Et puis, donc, la maison, elle se déploie vers en redescendant et donc ne vient pas écraser son environnement, ne vient pas imposer. Contrairement donc à la maison réalisée, donc la photocopie légalisée réalisée à Makta Khaira par Mohamed Sahrawi, où là, carrément, la maison est apportée à partir du contrebas. Donc, dès qu'on arrive en contrebas, puisque c'est le seul accès existant sur le site, et bien, automatiquement, la maison s'impose avec ses différents niveaux et vient donc agresser l'environnement dans lequel il se trouve, sans parler du fait de l'absence de l'existence ni d'un rocher, ni d'une des cascades d'eau, etc. Ce qui fait que pour pouvoir réaliser cette maison, il faudrait carrément créer un site artificiel. Donc autant l'architecture de Frank Lloyd Wright est une architecture qui respecte le site et qui compose avec le site, et donc c'est une architecture qui s'adapte au site, autant l'intervention dont on a vu ici en Algérie par Mohamed Sahrawi, c'est l'inverse, c'est le site qui s'adapte à l'architecture. Ce qui est totalement pas normal. L'économie. Cet exemple nous permet d'illustrer ce domaine-là. Je vais raconter un peu la petite histoire de ce projet. Lorsque Lotfi Ben Abdelzer, paix à son âme, et Selwa Mili ont eu à réaliser ce projet-là en Tunisie, qui est donc le projet de l'Institut national des sciences informatiques, le budget alloué à ce projet était très serré. Et donc, impossibilité de pouvoir faire la moindre petite euh, recherche d'esthétique spécifique ou d'ambiance ou quoi que ce soit d'autre. Il fallait juste réaliser les surfaces demandées pour la réalisation de, de l'équipement. Mais, fort de son grande expérience, Lotfi Ben Abdelzer savait que pour ce type de projet, il a toujours été prévu d'enterrer les espaces techniques. Donc tout ce qui est style donc chaufferie, etc. Donc était entièrement toujours enterré sous terre. Et chaque fois qu'on enterre des espaces sous terre, ben, ça coûte beaucoup plus cher que juste de réaliser au-dessus de la terre. Donc il faut creuser, débarrasser de la terre, réaliser du mur en béton, faire de l'évacuation des eaux, drainage, cuvelage, etc. et tout. Alors que si on les réalisait sur terre, eh ben, il suffisait de faire quelques poteaux et des murs en briques, ce qui coûterait beaucoup moins cher. Fort de cette expérience, il décide donc de ne pas enterrer ces espaces parce qu'en réalité, c'était juste une habitude, une continuité d'habitude, comme nous l'avons expliqué au niveau des cours introductifs, où c'est l'habitude qui détruit plutôt la créativité et qui nous fait croire que tout est impossible. Et bien, heureusement, Soulen Abdelzak avait bien compris que ceci n'était qu'une habitude, en aucun cas une règle absolue. Il décide de ne pas les enterrer et de les implanter tout le long de cet axe. Alors ce que nous voyons ici est une rampe qui permet donc l'accès à l'équipement. Donc l'accès ne se fait pas à partir du niveau bas, mais à partir du premier niveau. Donc les gens empruntent cette rampe et ils se retrouvent donc dans un espace de premier niveau. Et sous cette forme de passerelle qui longe la totalité du bâtiment, eh bien, se trouvent les différents équipements techniques. Et tout l'argent qu'il a récupéré, il a pu le réinvestir pour essayer de faire quelques qualités spatiales. Mais cette rampe, on voit bien comment l'architecte, eh ben, il devient malin et la contrainte devient un avantage. Donc heureusement qu'il maîtrisait les dimensions économiques, puisque finalement, grâce à ça, ça lui permet d'hiérarchiser son projet de l'espace le plus accueillant le plus de public à l'espace le plus intime. Donc premier lieu, l'administration. Deuxième lieu, donc nous avons d'un côté la bibliothèque et l'amphithéâtre. Et plus nous avançons, nous avons d'un côté les salles de cours et de l'autre côté les laboratoires, ce qui permettrait à chaque fois de créer des sortes de petites cours en contrebas, donc des cours anglaises, qui appartiendraient donc aux différents utilisateurs, donc l'administration avec sa petite cour, l'amphi, la bibliothèque, leur petite cour, ainsi que les salles de cours et les laboratoires avec leurs petites cours. Donc ce qui était censé être une contrainte catastrophique a permis à l'architecte au contraire de restructurer le projet et lui permettre donc de créer ces ambiances en passerelles suspendues, en rapport visuel, en charpente métallique bien traitée, ce qui permet donc de créer des ambiances fort agréables pour cet institut. Grande autre famille, l'environnement professionnel. Premièrement, celui des acteurs. Lorsque l'architecte travaille pour réaliser ses projets, ben, il ne travaille pas seul. Il fait appel à un certain nombre de personnes qui sont fondamentaux pour la réalisation du projet. Seul, il ne peut rien faire, tout comme eux, seuls ne peuvent rien faire. Mais c'est une dynamique d'ensemble qui nous permet donc de pouvoir réaliser nos projets. Prenons l'exemple ça peut être donc, pour juste le dire, c'est les ingénieurs de différents domaines, ingénieur génie civil, ingénieur électricité, ingénieur climatisation, ingénieur plomberie, VRD,
Il y a aussi donc tout ce qui est économie, donc le banquier, il y a tout ce qui est sécurité, donc le travail avec les pompiers, la sécurité incendie, les administrations, l'aspect financier, etc. Donc un nombre incroyable et important d'acteurs qu'il va falloir gérer et travailler ensemble pour pouvoir aboutir le projet. Donc ainsi, par exemple, l'architecte ne produira pas les mêmes dessins, quel que soit l'acteur qui est en face de lui. On peut bien imaginer que ce dessin-là, c'est celui qui va produire l'architecte afin de pouvoir expliquer à l'entreprise de réalisation de comment réaliser le plancher du projet avec la structure métallique et les différentes couches que va constituer le plancher pour pouvoir le réaliser. Ce n'est sûrement pas un schéma que va donner l'architecte pour le banquier, pour le financement du projet, qui lui aura plus besoin de comprendre la dimension de la rentabilité du projet ou autre, à titre d'exemple. Je vous présente aussi cette image de synthèse, donc un rendu qui a été réalisé par moi-même pour l'architecte Adel Bouazizi à Tunis. Et c'était donc un immeuble de bureau. Et pour pouvoir vendre son projet au client, donc nous avons produit cette image. On s'imagine que nous sommes en contrebas à regarder donc un bâtiment qui est majestueux. Nous avons doublé cette image-là avec celle-ci, donc des images en vue de nuit pour pouvoir montrer à quel point donc, le projet va rayonner dans son environnement et constituer un élément d'appel, ce qui est aussi une image vendeuse pour le client et donc pour le maître d'ouvrage pour ces futurs clients qui vont venir louer donc des espaces bureaux au niveau de ce siège-là. Donc on voit comment nous produisons aussi en fonction des différents utilisateurs et acteurs qui vont intervenir avec nous pour pouvoir réaliser et utiliser ce projet. Nous parlons aussi dans l'environnement professionnel de méthodologie. À savoir, l'architecte n'est pas quelqu'un qui vient et qui fonce dans le tas sans avoir préalablement réfléchi à la façon de faire. Par exemple, si nous devons intervenir sur l'urbain, différentes méthodologies ont été mises en place qui nous aident à pouvoir appréhender. Donc, il y a beaucoup de chercheurs de par le monde qui ont consacré, universitaires, qui ont consacré leur vie aux architectes à réfléchir sur en quoi consiste l'urbain et la ville et donc, c'est pas seulement donc ils pensent en quoi consiste la ville, mais même dans la ville, il y a différents domaines. Il y a donc, on peut parler de tout ce qui est mobilité, donc de transport, de tout ce qui est écologie, de tout ce qui est mobilier urbain, de tout ce qui est espace public, de tout ce qui est sensibilité, approche sensible, quantitatif, etc. Et donc, ces différents architectes architectes, chercheurs, universitaires, ont pris le temps de réfléchir et consacrer même des fois toute une vie à réfléchir sur un composant de ce que c'est que la ville ou l'architecture ou autre, et les mettre en place pour permettre à autrui de pouvoir les utiliser directement. Ainsi, par exemple, l'approche urbaine de Kibinich, qui est une approche sensible, qui travaille beaucoup sur la question du ressenti, du sensible et de l'image, il a mis en place, il a identifié que qu'il y avait 5 composants fondamentaux dont il faut tenir compte et voir à quel point ils interagissent entre eux afin de pouvoir produire ce qu'il a appelé l'imagibilité et la lisibilité de la ville. Donc si vous voulez avoir une ville qui a une bonne imagibilité, donc elle doit être fortement lisible, et pour qu'elle soit lisible, il faut avoir un travail très développé sur la lisibilité des voies, de la limitation des quartiers, d'identifier des points de repère à différentes échelles, d'organiser, de structurer les nœuds, donc ce sont les lieux de regroupement. Je fais vite, ça c'est des choses que vous verrez plus tard ou dans d'autres modules ou dans d'autres années ou ailleurs. Mais c'est juste pour vous expliquer que l'architecte ne vient tant pas du ciel, mais dans son travail repose sur un certain nombre de théories, de connaissances sur lesquelles il va s'appuyer pour pouvoir produire son architecture et ses interventions. Notre famille, c'est l'environnement culturel. Pouvons donc parmi les composants de l'environnement culturel, c'est l'environnement esthétique. Donc, par exemple, nous voyons ici un tableau réalisé par Mondrian, Piet Mondrian, un peintre très célèbre, et qui a donné donc le mouvement de Stigl, qui est donc le mouvement qui a utilisé et travaillé la composition architecturale en usant de lignes, comme on le voit ici, différentes lignes, et de surfaces. Donc, non pas de volume et de boîtes fermées. Donc, c'est un mouvement qui avait appelé à l'explosion de la boîte, donc du volume en boîte, et aller donc chercher des surfaces parce que leur but était de réfléchir sur des espaces qui peuvent muter, évoluer, et donc sur la perméabilité de l'espace, la flexibilité de l'espace. Et ainsi, l'univers esthétique produit par Piet Mondrian servait beaucoup comme référence pour pouvoir produire ce type d'architecture. J'attire juste l'attention, j'aime bien cette petite parenthèse que je fais souvent avec mes étudiants. Eh ben,
notre architecture est le fruit de nos connaissances, notre culture et donc de nos références artistiques. Pour mes étudiants algériens, je dis souvent, moi j'ai été choqué un jour en écoutant une certaine chanson, c'est une question de goût, ça je l'accorde, une chanson qui est celle de shampoing, shampoing, gel douche, ben, je dis souvent à mes étudiants, eh ben, les tenants d'une musique de shampoing, shampoing, gel douche, eh ben, ils produiront une architecture de telle. Et donc, quand on baigne dans un univers esthétique tel que ce dernier, eh ben, nous produirons une architecture telle que celle-ci. Si nous baignons dans un niveau esthétique médiocre, eh ben, nous produirons une architecture tout aussi médiocre. Historique. L'histoire est fondamentale pour la conception architecturale. Euh, Quand on intervient dans des sites qui ont une grande dimension mémoire architecturale et historique, eh ben, on ne peut pas intervenir en faisant n'importe comment et n'importe quoi. Ainsi, l'architecte très connu, Frank O'Gehry, architecte américain, mais qui est très controversé de par ses interventions architecturales, car en général, il produit des projets qui sont un peu considérés comme étant des extraterrestres dans les environnements dans lesquels ils sont. Ben, lorsque ce dernier a dû intervenir, par exemple, dans la ville de Prague, qui a une grande histoire de quelques siècles quand même, ben, ce dernier ne s'est pas pour autant renié dans sa façon de produire de l'architecture en allant chercher des volumes beaucoup plus fluides, beaucoup plus lisses et qui donc sont dans la provocation, mais a cherché en premier lieu donc de s'agripper à l'environnement dans lequel il se trouve. On voit très très bien ici comment il commence par un traitement qui reprend un peu la modularité, les éléments qui existent, et puis petit à petit, en s'éloignant de la passerelle qu'il vient d'introduire avec l'existant, eh bien, il introduit dans cet immeuble qui est encore célèbre, qu'on appelle la maison dansante, donc inspiré d'un pas de danse de l'acteur Fred Astaire et sa compagne, eh ben, il ne se renie pas, il produit une architecture bien à lui, faite de formes qui sortent de l'ordinaire, qui cherchent la tension, contrairement aux bâtiments qu'on est en train de voir à ce niveau, qui sont assez réguliers et stricts. Eh ben, il inscrit son architecture tout en ayant créé au préalable un dialogue avec l'environnement, donc en respectant l'histoire et le poids de la mémoire de ces lieux-là. La religion. Prenons l'exemple de la religion musulmane. Avant de parler de religion musulmane, faisons une petite différence entre les églises et les mosquées. Dans les églises, en général, il y a un point qui est considéré comme étant un peu plus important, ou la sacralité, c'est comme si la sacralité était plus importante, c'est l'autel, A-U-T-E-L. Et donc, il y avait ce poids, comme nous l'avons vu dans l'histoire de l'architecture, que nous avons donc le survol qu'on a fait de l'histoire de l'architecture, nous avons parlé à un moment donné, donc au sein de l'Église, où il y avait tout un poids avant la Renaissance euh, italienne, enfin qui est devenue une Renaissance mondiale, à ce moment avant, où l'Église pesait sur le quotidien des personnes, et il fallait que les gens, quand ils viennent chaque dimanche pour chaque dimanche pour répondre à la religion, eh bien, il fallait que dès qu'ils rentrent dans l'église, le poids de la religion, le poids de Dieu et du prêtre devait peser sur eux pour leur imposer leur vision de voir les choses. Et ainsi, l'autel où allait prêcher le prêtre, devait être considéré comme étant un point un peu plus sacralisé que tout le reste. Contrairement à la religion musulmane, où nous considérons que n'importe quel lieu, pourvu qu'il soit propre et qu'il regroupe un certain nombre de personnes minimum, et qu'on puisse s'orienter directement dans la direction de la Mecque, donc la Qibla, et bien à ce moment-là, tout lieu pour qu'il puisse répondre à ces trois conditions, donc un minimum de personnes, lieu propre, orienté vers le Kaaba, et donc nous pouvons prier et considérer que nous sommes donc dans une sorte de mosquée. Donc, comme quoi, il n'existe pas de point sacralisé et que n'importe quel point, parce que nous considérons que la sacralité existe partout et Dieu est partout. Donc, il ne peut y avoir un point privilégié par rapport à d'autres. Et cette vision de Dieu est partout et il ne peut y avoir donc de point privilégié a conduit à ce que des mosquées soient produites en ce sens-là, malgré les différentes techniques utilisées. Ainsi, par exemple, dans la première style de mosquée, qui sont les mosquées hypostyles, donc, qui sont des mosquées composées d'une pluralité et une multitude de colonnes, dont les plus célèbres sont celles de Cordoue en Espagne ou celles de Kairouan en Tunisie.
Eh ben, ce que nous voyons, donc, quand on rentre dans l'espace architectural, donc dans l'espace de la prière, la salle de prière, eh ben, l'ordonnancement des différentes colonnes conduit à ce que nous avons une pluralité de directions en diagonale, en, tout- donc verticale, horizontale, dans une pluralité de sens qui font que nous ne sentons pas l'existence d'une direction privilégiée. D'ailleurs, pour l'histoire, à Médine, donc la première mosquée qui a été réalisée dans le monde musulman, la Qibla ne se trouvait pas au milieu du mur, mais était à l'extrémité droite, si je ne me trompe pas, et donc n'était que là pour indiquer que pour ceux qui veulent prier, il faut s'orienter vers ce mur pour aller vers la Mecque. On n'essayait pas de mettre le, le- la Qibla, donc le mihrab, excusez-moi. Donc on n'essayait pas de mettre le mihrab dans le centre, mais on le mettait juste à un certain endroit pour indiquer la direction. Donc on ne lui donnait pas cette valeur privilégiée et importante qui conduira à croire qu'il y a un axe de symétrie avec un point privilégié. Deuxième type de mosquée, c'est la mosquée haïwan de tradition donc, perse, d'ailleurs. Donc nous voyons par exemple là dans la mosquée, donc l'iwan c'est cet élément-là. Donc dans les mosquées à Iwan, nous retrouvons qu'il y a, l'iwan se retrouve donc dans la grande sahan, dans le grand espace extérieur, il y a 4 iwan, un de chaque côté. Et bien, à première vue, on dira que, tiens, puisqu'il y a 4 iwan, et donc ils se renvoient les uns les autres, ça fait donc un double axe, et cet axe-là, justement, l'intersection entre le double axe est marquée par un bassin d'eau. Donc on aura tendance à croire, tiens, il y a un point qui se démarque par rapport au reste. Mais bien au contraire, puisque quand nous sommes dans l'espace, effectivement, les 4 iwan nous renvoient vers ce bassin d'eau, et comme on peut le voir ici, le bassin est fait de telle manière, avec une profondeur telle que il y a le reflet des iwan qu'on peut voir au niveau de l'eau. Donc il y a un renvoi mutuel éloigné du bassin d'eau. Les 4 iwan nous renvoient vers le bassin et arrivé au bassin, ce dernier nous renvoie vers les iwan. Donc il y a un retour, une marche d'aller entre l'un et l'autre. D'ailleurs, ça correspond à la tradition perse parce que, par exemple, chez les Perses, lorsque vous rentrez dans un espace qui est composé de 3 colonnes, nous nommerons pas l'espace comme étant l'espace des 3 colonnes, mais l'espace des entre 3 colonnes. Ce qui veut dire que ce qui est le plus important dans leur culture, ce n'est pas l'élément, mais ce qui existe entre les éléments. Donc, on revoit bien que dans une spatialité, une culture pareille, ce qui importe, ce n'est pas le point du bassin ou les 4 points de l'Iwan, mais ce qui se trouve entre. Et donc, encore une fois, il n'existe pas de point privilégié, mais il existe tout un lieu dans lequel peut se pratiquer la prière sans considérer l'existence d'un point privilégié. Dernier type de mosquée, c'est la mosquée dite turque. La légende raconte que l'architecte Sinan, le plus célèbre des architectes ottomans et turcs à l'époque ottomane, eh ben, ce dernier on raconte qu'il a été touché du fait qu'on lui dise que la religion musulmane n'était pas une grande religion du fait qu'elle n'avait pas une bâtisse de la hauteur de la grandeur de Sainte-Sophie, la grande église de Constantinople. Donc à ce degré-là, donc à ce point de vue-là, l'architecture chrétienne et la religion chrétienne étaient beaucoup plus importantes que la religion musulmane. Touché dans le vif, on rencontre que ce dernier avait décortiqué le principe de composition de l'architecture et du système constructif de la Sainte-Sophie pour en réaliser donc des bâtiments de la même grandeur, des mosquées de la même grandeur. Comprenons par exemple ici nous avons un dessin qui nous montre l'église de Sainte-Sophie. Donc nous comprenons le principe constructif qui est donc le principe d'une grande coupole portée par des demi-coupoles reportée par d'autres dispositifs et d'autres coupoles. Il reproduit, il comprend le système-là, et il produit le même dispositif, mais en créant une spatialité radicalement différente. Comme nous l'avons expliqué, autant dans les églises, il y a toujours une recherche d'un point privilégié, obtenu par le jeu de lumière et d'éclairage ou autre, et bien, lui, il reproduit la même chose, sauf que, au lieu de chercher d'éclairer un point privilégié, il va chercher par des lumières rasantes les murs latéraux. Donc on voit bien le même dispositif constructif, la grande coupole, la demi-coupole, les autres coupoles, etc. Et donc ce dispositif-là, d'où il le tire? Il le tire par sa connaissance, à une époque où il n'y avait ni Internet, ni vidéo, ni documentaire, ni quoi que ce soit. Il avait quand même une certaine connaissance de l'architecture byzantine, qui est une architecture qui avait inventé la dilatation de l'espace. C'est quoi la dilatation de l'espace? Eh bien, c'est un espace qui apparaît beaucoup plus grand qu'il ne l'est en réalité. Et comment ils obtenaient ça? En utilisant donc des lumières rasantes qui viennent et donc qui pénètrent, qui vont directement chercher les murs dans leur extrémité. Et donc, du fait que la lumière frappe directement les murs extrêmes, eh bien, ça donne l'impression d'un espace qui est beaucoup plus grand qu'il ne l'est.
Et à partir de ce moment-là, donc il a réalisé quelques prouesses telles que la mosquée de la Souleymanie. Et donc, encore une fois, nous voyons trois dispositifs différents. L'hypostyle avec une multiplication de direction par les alignements de colonnes, l'iwan et le bassin d'eau qui se renvoient mutuellement, et l'architecture turque par l'utilisation du principe de la dilatation de l'espace emprunté à l'architecture byzantine, eh ben, l'architecte Sinan arrive dans les mosquées turques à dilater l'espace et donc dans aucun des trois cas, des trois types de mosquées, nous n'arrivons à trouver un point privilégié, mais au contraire des espaces tout aussi neutres qui permettent donc de pratiquer la prière sans considérer qu'il y a un point privilégié et donc l'existence d'une sacralité plus importante dans un point plutôt qu'un autre. Les deux derniers domaines, donc le domaine des signes. Donc, c'est de voir l'objet et de reconnaître directement l'élément tel que quand on voit par exemple la croix rouge ou le croissant rouge, etc. Donc, ce sont des symboles dès qu'on les voit, ou le symbole des pharmaciens ou des médecins. Donc, dès qu'on les voit, on reconnaît donc l'appartenance du corps de métier ou autre. Et bien, nous voyons ici, bien que l'architecte Franck Hamouten, architecte français, quand il réalise cette église Notre-Dame de Pentecôte au niveau de le quartier de la Défense à Paris, mais qu'il utilise donc des formes qui n'ont rien à voir avec les églises précédentes, avec des voûtes croisées. Il utilise carrément une forme très 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 épurée, très moderne, le cube et le jeu de surface, donc le cube éclaté avec les jeux de surface et de ligne, mais il compose de telle manière à ce que cet élément de structure que l'on voit à ce niveau-là, qui est donc un élément qui existe totalement symétrique, puisque nous avons cette poutre à ce niveau, ce poteau, et il en existe un autre de l'autre côté, mais la composition qu'il fait, grâce à ce petit volume qu'il vient, qu'il imbrique, donc il accroche à ce niveau-là, eh ben, nous arrivons à revoir, à faire ressortir la symbolique de la croix. Et donc, du coup, nous reconnaissons donc d'une manière subtile l'introduction donc de la signification du projet par ce signe de la croix que nous pouvons retrouver à ce niveau-là, et donc il apparaît aussi le soir lorsque les lumières sont éclairées par un jeu de lumière, donc la croix ressort. Donc une manière plus subtile d'essayer de montrer l'affectation et donc la fonction principale du bâtiment. Enfin, nous finirons par le dernier domaine, qui est celui de la signification. Donc, à la différence du signe, le signe, c'est carrément un élément produit qui nous permet donc de reconnaître l'élément dans lequel on se trouve. La signification, c'est le processus qui conduit à la production du signe. Donc, c'est la production du signe. Ainsi, des architectes comme Zaha Hadid, principalement aussi donc appartenant au mouvement des constructivistes, ce qui les intéressait, ce n'est pas la production d'un signe reconnaissable par tout le monde, mais l'obligation de mettre les gens en situation de se questionner, de se poser des questions, de se remettre en cause. Donc c'est tout le mouvement art contemporain qui est un mouvement qui est venu donc pour pouvoir, euh, euh, en utilisant le fait de perturber les gens, de les obliger de ne plus être de simples personnes consommateurs d'un produit, mais de se questionner sur leur devenir, la vie, la réalité des choses, la pertinence des choses, et non pas de prendre des choses pour argent comptant. Voilà. Espérons donc à travers cette communication que nous avons vu à travers les différents domaines dont je rappelle sont le fruit du travail de la thèse de doctorat de M. Abdelkader Ben Sassi, professeur à l'école d'architecture de Grenoble, à avoir compris un peu que l'architecture est un domaine pluridisciplinaire qui fait appel à différentes autres disciplines, à différents autres domaines pour pouvoir donc concevoir et produire. Donc c'est une discipline synthèse qui permet donc, en mettant des ponts et des liens avec les autres disciplines telles que la sociologie, l'économie, l'engineering, l'agronomie, la météorologie, etc. Et tout, autant de différents domaines que dans l'architecte on a besoin pour pouvoir produire son architecte, eh ben, j'ai pu vous expliquer d'une manière un peu générale notre discipline architecturale et donc les attenants de cette dernière. Donc dans une prochaine donc certaines prochaines vidéos, avant d'entamer d'autres cours complémentaires, nous allons essayer de voir à travers différents exemples, d'essayer de décortiquer et de comprendre les différents domaines que les architectes ont utilisés pour pouvoir produire leur architecture. Merci et bonne soirée.